absolument. Je termine peut-être et comme ça vous permettra de rebondir. On a été à Androcure, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi ça crée des neurinomes et quels sont les effets sur la vie des patients. Oui, ce qu'on racontait, c'était que c'était une tumeur dite bénigne, en tout cas dans la majeure partie des cas, mais ça peut devenir aussi plus compliqué. Et le méningiome, c'est une tumeur qui grossit et en fonction de la partie qu'elle va compresser dans le cerveau, va donner des effets neurologiques plus ou moins différents. Alors ça peut entraîner des troubles de la parole, de l'équilibre, de la vision. Et ça peut avoir quelle taille? C'est une petite bille? Ah non. Il y en a qui en ont qui font 4, 5, 6 cm. Ah oui, ça peut avoir la taille d'une mandarine. Ah quand même. Oui, ça comprime, ça peut comprimer. Et donc ça compresse le cerveau contre la boîte crânienne. Ça comprime des nerfs aussi. Moi, le mien, c'est parce qu'il a comprimé des nerfs. Il a comprimé le nerf optique surtout. Et ça s'est traduit comment pour vous? Il a envahi le canal optique. Donc de toute façon, le canal optique, le nerf optique, au lieu de faire ça, il fait plus que la moitié. Donc je vois plus du tout comme ça parce qu'il a été comprimé. D'accord, vous êtes... Ouais. Et donc le point que tu as situé tout à l'heure, c'est irréversible. Alors le problème, c'est ça, c'est que non, c'est pas forcément qu'un seul méningiome, c'est très souvent des multiméningiomes. Et quand on s'en rend compte trop tard, ces méningiomes peuvent aussi se calcifier. Et on a d'autres dossiers dans lesquels les effets secondaires sont encore différents de ceux de Madame Dujardin et qui sont terriblissimes parce qu'on peut... Calcifié, ça veut dire que ça devient dur moi j'ai de l'os. Voilà. Celui qui est là, celui qui est au milieu, il fait presque 2 cm d'épaisseur. Il fait comme une pièce de 3 cm en diamètre et les 2 cm insérés dans le sillon central du cerveau. C'est ce qui me donne l'hémiplégie partielle. Dès que j'arrête le kiné, je retombe, etc. Et on ne peut pas forcément les. Et celui-là, il est inopérable puisque tout le sang du cerveau passe par là. Donc, Ah oui, d'accord, c'est quand même des effets secondaires excessivement graves. Mais j'ai notre dossier dans lequel le méningiome, la calcification, a fait qu'on a dû retirer carrément une partie de la boîte crânienne qui est reconstituée avec du titane. Et cette personne a une partie du cerveau qui est plus de la boîte crânienne. Ici, j'ai pas l'os, ici. Ouais, cette partie-là, il n'y a pas d'os. Là, c'est titane. Donc même si ce sont des conséquences qui ne sont pas forcément visibles, c'est parfois terrible à vivre. Et dans la vie, c'est un handicap, j'imagine. Ah, mais dans la vie, c'est un handicap. Pour certaines personnes, elles doivent être détentrices d'une carte spéciale pour pouvoir passer sous les portiques de sécurité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'effet secondaire en tant que tel. Ça vous bouleverse une vie. Et ça nécessite d'avoir des soins particuliers, des assistances personnes. Ça, Madame Dujardin peut vous en parler. Moi, pour le ménage, il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je ne peux pas monter. Oui. Parce que comme j'ai pas l'équilibre, j'ai pas le... Donc monter sur un escabeau, tout ça, c'est trop dangereux. Donc, Et puis, comme j'ai pas de force dans le bras gauche, il y a des endroits, c'est pas facilement accessible. Quand on fait du ménage, on a besoin des 2 mains. Donc oui, j'ai besoin d'une aide ménagère. J'avais mis du temps à accepter, mais mon médecin m'a dit vous arrêtez parce que c'est dangereux de faire le ménage au même. Et ça peut affecter aussi, j'imagine, les connaissances ou les capacités de réfléchir. Alors moi j'ai mon empreinte mémoire de travail, donc c'est celle qui permet de retenir un numéro de téléphone. Dans la population générale, c'est 7 plus ou moins 2. Moi j'étais descendue à 4 après l'opération. Donc je suis remontée, mais parce que j'ai fait 200 séances d'orthophonie. Et donc ça vous a gêné dans votre travail, j'imagine? Ah bah oui, dans le travail, oui, j'ai un travail. J'ai des écrans adaptés pour les parties visuelles et pour la mémoire de travail, on a mis en place des astuces avec l'ergonome. Et c'est qu'une partie des effets Et le secondaires. matin, si jamais je ne fais pas des exercices, je me casse la figure dans la rue. Si je ne fais pas au moins 5-10 minutes pour que mon cerveau soit bien réveillé dans toutes les tâches. Il faut le stimuler, quoi. Il faut lui dire, maintenant on est bien réveillé. Après, je vais prendre un café avec une amie qui est sympa depuis... ça fait des années qu'elle fait les mêmes mots croisés que moi tous les matins. Histoire que quand j'arrive au bureau, j'ai les bons mots. Parce que des fois, l'autre jour, j'ai encore commandé un sirop de crevettes. Vu la tête du serveur, c'était pas le bon truc. Pour un sirop de violette. Des difficultés pour Donc cuisiner. des fois, il y a les tâches exécutives, c'est compliqué. L'exercice de l'orthophoniste qui est de faire une île flottante, c'est monstrueusement, on s'aperçoit après que c'est monstrueusement compliqué. Le dessert ou... Ben oui, parce qu'en fait, il y a plein de tâches, il faut sortir plein de choses, il faut faire plusieurs cuissons, il faut réassembler, et
l'exercice, c'est de faire une île flottante et de faire une photo de la cuisine avant, après et de toutes les étapes. Et en fait, on s'aperçoit qu'on retourne 3 fois au frigo parce qu'on a oublié des trucs, qu'on a des problèmes pour la vaisselle, qu'on organise mal. Donc ça désorganise aussi la vie au quotidien. Ah bah oui, ça désorganise la vie au quotidien. Ouais. Et puis il y a des petits plaisirs qu'on n'a plus, les saveurs. Il a perdu l'odorat, donc il a coupé le nerf. Il a Savoir si déplacé la lame criblée, donc c'est par où passe tout le nerf olfactif, enfin, toutes les terminaisons du nerf olfactif. Donc j'ai eu une rééducation, c'était avant qu'on en parle, c'était avant le Covid, c'était en 2013, la première opération de 2013. Donc j'ai fait une rééducation qui permet de récupérer un peu des choses qui sont dans les huiles, mais plutôt par le nerf trugeon, qui passe pas loin. D'accord. Donc c'est pas du tout les mêmes sensations et ça permet juste un minimum. J'ai plus de gaz chez moi, j'ai enlevé le gaz parce que le gaz, je le mettais à fond, je le sentirais pas. Ah oui, c'est quand même dangereux, quoi. Ouais. Okay. Et alors tout à l'heure vous expliquiez que à partir de 2018-2019, la CPM s'est réveillée et a adressé un courrier à toutes les personnes qui prenaient de l'androcure de manière régulière ou ancienne. Et leur a demandé de faire passer une IRM. Donc en fait, la Sécu a envoyé un courrier à tous les médecins qui avaient prescrit une boîte d'androcure dans les 3 années précédentes et à tous les patients qui en ont pris dans les 3 années précédentes. Donc il peut y avoir des gens qui n'ont pas reçu le courrier parce qu'ils ont arrêté avant, mais ça n'empêche qu'ils peuvent quand même avoir des ménagiomes, puisque à partir de 5 ans, quand on en a pris plus de 5 ans, il y a un risque majeur. C'est ça, si vous avez consommé plus de 5 ans de l'androcure, il faut vraiment, ou équivalent, en lutéran, luténil, c'est un peu pareil. Il faut vraiment passer les RM de contrôle parce que si vous avez rien, c'est pas grave. Si vous aviez des petits symptômes que votre médecin disait c'est psychosomatique, peut-être que c'est les ménagiomes, ça a étudié. C'est arrivé à beaucoup de gens. Et puis si jamais il y a des ménagiomes et sans symptômes, ils seront surveillés, mais surtout il ne faut plus prendre aucune hormone féminine. Ça veut dire qu'il ne faut plus prendre de contraceptifs? Plus de contraceptifs, plutôt pas de bébé. Ça se prend pas, ça arrive, mais il faut éviter. Donc, sauf que quand vous n'avez pas la pilule et pas les stérilés, il faut faire attention parce qu'il y a des stérilés qui sont aussi imprégnés d'hormones, donc ça il faut faire attention. Puis ça veut dire aussi pour la ménopause, pas de traitement post-ménopause. Ah oui? Bah oui. C'est vraiment handicapant. Et puis il faut faire attention quand même au soja pour certaines, s'il y a des récepteurs, parce qu'on ne sait pas à l'avance si on peut avoir quelques récepteurs aussi aux oestrogènes qui se développent. Donc c'est surtout la progestérone qui pose problème, mais on peut quand même avoir quelques récepteurs aux oestrogènes, donc il ne faut pas de soja par exemple. Et maintenant du soja, il y en a partout. Et les médecins le savent, ça oui, en principe ils le savent, en principe ils le disent, mais en fait dans la réalité on s'aperçoit quand on discute avec les gens, pas tous. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche à faire d'un point de vue de santé publique par la NSM, par les ARS, pour justement une meilleure information d'abord des médecins, des pharmaciens et après des patients? Oui, c'est toujours possible, mais après, est-ce que les messages de prévention passent? On dit que fumer tue, c'est marqué sur tous les paquets et il y a encore 30% de fumeurs. Donc, les messages de prévention, ils passent pas forcément. C'est vraiment les médecins, c'est les médecins traitants, je pense qu'il faut pas. Le médecin qui a prescrit l'androcure, le problème c'est que certaines l'ont arrêté depuis un moment. Donc elles ont changé de gynéco, elles n'ont pas le même. Mais vous avez dit tout à l'heure que la CPM connaissait des personnes qui... Elles connaissent les gens qui l'ont pris les 3 années précédentes dans leur base. Après, les données, elles sont anonymisées, mais en fait, s'ils veulent vraiment, ils le savent, puisque, par exemple, moi, ils ont reconstitué ce que je leur avais écouté, donc ils ont quand même reconstitué sur les 10 ans précédents, donc ils savent bien qui a pris ces boîtes. Ils le savent. S'ils veulent, ils peuvent le savoir. C'est une question de volonté, et puis même s'ils ne le savent pas, on a quand même aujourd'hui les moyens, avec tous les moyens de communication, de pouvoir informer. Et puis le dossier pharmaceutique, c'est de façon générale, par le pharmacien. Le dossier pharmaceutique du pharmacien, c'est 10 ans. Donc les pharmaciens, ils savent de toute façon, et c'est légalement, ils doivent garder 10 ans. Souvent, ils gardent même plus, tant qu'ils n'ont pas de changé de système informatique. Donc de toute façon, eux, ils savent à qui ils ont prescrit des boîtes. Et eux, ils ne font pas de démarche particulière? Non. Il y a encore des gynécos qui nous reprochent d'avoir fait du battage qui ne peuvent plus prescrire, que quand ils en prescrivent, les autres... les gens n'en veulent plus, parce qu'il faut qu'ils signent un papier comme quoi ça donne des tumeurs au cerveau et que c'était super efficace, et les gynécos surtout, c'est super efficace pour les boutons, ça c'est sûr, vous prenez un bazooka pour enlever quelques boutons d'acné, ça fonctionne, mais ça donne des tumeurs au cerveau. Mais c'est pas un trou, c'est le bazooka, c'est quoi?
Ah oui. Après, il y a des gens qui en ont, enfin ceux qui l'ont pris dans la bonne indication, et c'est pour ça qu'il n'est pas interdit le médicament. À partir du moment où on fait le suivi et on passe son IRM tous les ans. C'est quoi la bonne indication? C'est surtout les ovaires polykystiques avec masculinisation. D'accord. Ou les transsexuels hommes vers femmes. Bloqueur hormonal, puisque c'est un anti. Après, les paraphilies, à mon avis, il n'y a plus aucun juge qui ose prescrire. C'est pour faire la castration chimique chez les violeurs. Je pense pas que les juges ils osent encore en prescrire. D'accord, je savais pas. Et dans le traitement palliatif du cancer de la prostate aussi. Oui, mais alors eux, c'est certains cancers de la prostate. De toute façon, ils meurent de leur cancer de la prostate avant d'avoir les méningiomes. C'est dans certains cancers de la prostate, c'est dans des formes. Non, mais il faut être. L'autre côté très, très direct. C'est la réalité. Eux, ils vont pas. Mais c'est dans l'indication. Oui, d'accord. C'est dans l'indication, mais eux, il y a très peu de. Enfin, c'est dans seulement certains cancers de la prostate et qui sont des formes tellement agressives que. Puis maintenant, il y a des alternatives avec d'autres types de traitements. Donc. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette procédure, par exemple sur le comportement des laboratoires? Est-ce qu'ils ont été fair-play? Fair-play non, pas vraiment. Si, ils ont tenu la porte pendant le Covid. Il y en a un qui. Il y a l'avocat de Bayer qui m'a tenu la porte pendant le Covid pour pas que je me prenne. Bon, mais à part ça. À part ça, ouais, c'est la seule fois où il a été fair-play. Bah non, ils ont fait le maximum d'incidents possible. Ils sont allés jusqu'à la cassation dans la première étape, donc pour contester. Si vous aviez un message à faire passer, sinon au laboratoire ou aux autorités de santé, qu'est-ce que ça serait? Que c'est pas le premier scandale, c'est certainement pas le dernier, et que c'est toujours les mêmes processus et que ça serait bien d'en tirer quand même les leçons. Ah, c'est plutôt en direction de la NSM. En direction de la NSM et puis des autorités de santé, parce que quand il y a la ministre de la Santé quand même qui dit les méningiomes c'est pas grave, c'est bénin. Ben non, bénin ça veut juste dire pas cancéreux. C'est qui a dit ça? Un Buzyn? Ah oui. D'accord. D'abord c'est faux, parce que dans 20% des cas ça devient cancéreux. Et on ne le sait pas avant. En plus, les méningiomes sous androcure ont des formes particulières, en particulier au niveau du nerf optique et du nerf, tout le plancher du sphénoïde. C'est pas une localisation habituelle des méningiomes chez des femmes qui peuvent en avoir pour une raison inconnue. Elles ont une localisation particulière. Ça a été publié, c'est bien publié au niveau international dans les revues scientifiques. Le deuxième neurochirurgien que j'ai eu qui est à Tours, il fait que du sphénoïde. Et c'est comme ça qu'on peut faire aussi le lien de causalité dans les parce expertises. Parce qu'on n'a pas les mêmes localisations que au naturel. Et là, à propos justement des expertises et des liens de causalité, est-ce qu'on peut dire qu'avec l'addition que vous avez obtenue dans le dossier de Mme Dujardin, c'est un précédent, c'est une jurisprudence qui a fait date, ça peut être utile à d'autres personnes? C'est certainement une décision déjà qui est inédite, que ce soit en France mais aussi à l'étranger, puisque la décision a quand même fait le tour du monde. Et il va falloir, qu'elle fasse jurisprudence. Donc c'est une première instance, peut-être. C'est une décision qui est particulièrement motivée. Et c'est le temps qui nous le dira, puisque la procédure d'appel sera inévitable. Et on compte bien obtenir la confirmation du jugement. C'est peut-être encore trop tôt aujourd'hui pour dire que ça fait jurisprudence, mais on espère que c'est une décision qui va en entraîner d'autres. Et surtout qui sera confirmée en appel. Et à quoi cette décision est-elle inédite? Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle est inédite dans la mesure où on est les premiers à avoir obtenu la condamnation de ce que j'appelle la communauté médicale, de ceux qui savaient, c'est-à-dire les laboratoires, les pharmaciens, les prescripteurs. On n'a pas fait un procès à l'attention simplement des laboratoires, on l'a fait de façon intelligente pour dire voilà, il y a un problème dans la communication entre vous sachants et nous consommateurs de médicaments. Et c'est ça la difficulté, c'est ce qu'évoquait Mme Dujardin tout à l'heure, c'est qu'on a des autorités de santé qui nous tiennent des discours qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la communication, de savoir ceux qui en ont pris avant, après, est-ce qu'ils ont eu un courrier? Mais on est encore sur des faux débats. Aujourd'hui, là-dessus,
c'est quand même pas très compliqué. À partir du moment où on sait, on met des affiches dans les pharmacies, dans les salles d'attente de médecins, et au lieu de mettre l'affiche « Prenez la pastille Valda parce qu'elle vous fait du bien à la gorge », vous aurez un message d'alerte général pour les personnes qui prennent de ce médicament. C'est quand même pas très compliqué. Et c'est aussi après de la responsabilité du patient qui va voir ça, de se poser des questions, parce qu'effectivement, comme l'expliquait très bien Madame Dujardin, c'est très difficile de vouloir cibler les personnes et de dire alors celle-là, elle a pris pendant 3 ans, mais elle n'en prend plus, est-ce qu'on lui envoie un courrier ou pas ? Très bien, si on a les moyens de le faire, envoyez les courriers. Mais il n'y a pas que les courriers. Et cette communication-là, elle ne doit pas venir forcément que de la NSM. C'est aussi les laboratoires qui ont cette responsabilité de provisionner, d'avoir un budget pour informer de façon, avec du bon sens, tout simplement, la population en général. Et puis là, sur la mauvaise foi, quand même, l'avocat de mon médecin, il dit de toute façon, il ne pouvait pas savoir pour Androcur, parce qu'il n'y a pas eu de courrier au médecin généraliste, etc. Mais le Vida, il l'avait changé. Et en plus, j'avais mon ancien médecin, il ne le prescrivait jamais en DCI, en international. C'est-à-dire qu'il ne marquait pas acétate de cyprotérone. La dernière ordonnance que j'ai récupérée via le dossier pharmaceutique, c'est marqué Androcur, sans le nom de la molécule. Donc lui, il a prescrit Androcur. Donc normalement, sur l'ordinateur, Androcur, il le renvoie à son Vidal. Et son Vidal, il était changé en 2012-2013. Il ne peut pas dire ah ouais, j'avais prescrit acétate de cyprotérone de Viatris. Non, c'est pas vrai. Il a jamais prescrit l'acétate de cyprotérone, il a prescrit de l'Androcur. L'Androcur, la notice, elle a changé en 2011. Ce qui est gênant aussi dans ce dossier, qui a été reconnu par le juge parce qu'on l'a martelé, c'est que on ne peut pas comprendre comment ce laboratoire se défend en disant j'ai envoyé des dizaines de milliers de courriers d'information aux médecins. Très bien. Les seuls à qui ils n'ont pas envoyé d'informations, c'est le pharmacien et les médecins généralistes. Alors, quand on nous tient des discours pareils, si vous voulez, et ils ont raison, ils sont dans leur bon droit, ils nous disent nous on a fait le travail, mais c'est encore une fois du bon sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter quand on réfléchit 5 minutes que cette communication elle soit autant biaisée, orientée. Parce qu'on sait très bien qu'en procédant ainsi, on a quasi plus de la moitié de la population qui ne sera pas touchée. Puisqu'au quotidien, celui qui va délivrer ou renouveler l'ordonnance, c'est le médecin généraliste, et celui qui délivre la boîte, c'est le pharmacien. Donc quand on est laboratoire, il faut que ça clignote à un moment donné en disant, pour que notre communication soit efficace, il faut qu'on la donne et qu'on l'adresse aux bons interlocuteurs. Donc aujourd'hui, ils se cachent derrière une communication qu'ils ont certes effectuée, mais en réalité qui n'atteint pas son objectif. Surtout qu'ils sont des visiteurs médicaux qui savent aller visiter les médecins et les pharmaciens pour leur dire que tel générique est bien meilleur que tel autre. Non seulement ils ont les visiteurs médicaux, mais ils ont plus que ça. C'est-à-dire que ces laboratoires, ils ont quand même des puissances financières importantes et qui savent comment est-ce qu'on peut toucher un patient. Ils font des études pour savoir comment est-ce qu'on doit rédiger une notice, pour savoir comment est-ce qu'elle est lue et psychologiquement qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un patient quand ils savent tout ça. Et ils ont des personnes extérieures qui réfléchissent. Donc de la même façon, quand on doit faire passer de la communication, de l'information, on ne peut plus entendre ce genre de discours. Et je pense aussi que c'est ce qu'a retenu le juge. Les laboratoires ont 2 arguments pour se défendre. Le premier, c'est de dire on a modifié la notice et ils n'avaient qu'à lire la notice. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Écoutez, je pense qu'on a tous, à un moment ou un autre, ou dans notre entourage, quelqu'un qui prend un médicament de façon quotidienne. Alors oui, effectivement, quand on a un nouveau médicament, la plupart du temps, on doit lire la notice. Par contre, quand vous prenez ce médicament depuis 10 ou 20 ans, qui vous est délivré une fois par mois par le pharmacien, il n'y a aucune raison de lire la notice à chaque boîte délivrée. Vous le ferez uniquement si on attire votre attention sur la nécessité de relire la notice. Ça peut être de façon très simple le pharmacien qui a reçu l'information et qui dit maintenant quand je reçois mes cartons d'acétate de cyprotérone, dedans j'ai un petit paquet de flyers. C'est pas pour rien, c'est pour pouvoir les distribuer avec la boîte. C'était fini. Il n'y avait pas de procès, il n'y avait pas de responsabilité. Ils auraient fait ça, c'était terminé. Mettre un petit pictogramme sur la boîte, des façons de faire, il y en a plein. Et puis c'est tellement facile à mettre en œuvre que bon. L'idée, ce que vous dites, c'est d'attirer l'attention des malades sur le fait qu'il y a un élément, une information nouvelle
qui peut changer la donne. Oui. Et puis maintenant, je regarde la date de changement de notice systématiquement. Tous les autres médicaments que je prends, parce que j'ai des médicaments pour compenser les opérations. Je regarde, je notice changer l'autre jour, il y en a eu une qui a changé, on ne me l'a pas dit. Le pharmacien, pourtant, mon nouveau pharmacien, il est attentif. Mais celle-là, elle lui avait échappé. Bon, après, c'était pas grand-chose, c'était un truc qui était passé de 1 sur 1000 à 1 sur 100 dans le risque, mais quand même. Et puis de toute façon, moi, je ne pouvais pas l'avoir lu, la notice, puisqu'elle n'avait pas changé celle que je prenais. Et le deuxième argument qu'utilisent les laboratoires, c'est de dire oui, mais moi, j'ai fait des changements il y a très longtemps, en 2008 ou 2009, je ne sais plus, et donc je ne suis pas responsable du fait qu'à partir de 2013, 2014, 2018, Madame Dujardin ou d'autres ont continué à prendre ce médicament sans savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est un argument classique et qui peut fonctionner. Sauf que là, de la même façon, ce qu'on a démontré, c'était que la difficulté, c'était la dose cumulée. C'est pas le fait de prendre le médicament comme ça, de façon nouvelle, qui va vous causer un effet secondaire. C'est la dose cumulée. Donc, l'argument de ces laboratoires de dire « moi, cette patiente ne prend plus de ma spécialité depuis 2004, elle s'est fait opérer en 2013 et le risque a été connu en 2008 », je leur réponds que l'information qu'il fallait donner, puisqu'ils savent réfléchir mieux que moi, ces laboratoires, c'était de comprendre que ceux qu'il fallait informer, c'était justement les anciens, ceux qui avaient pris une dose cumulée importante sur 5, 10 ou 15 ans. Donc encore une fois, on vous dit, bah oui, nous on informe, on fait... mais ce ne sont pas des arguments qui sont recevables. Et le juge l'a entendu. Encore une fois, on a été suivi sur tous les points qu'on a évoqués dans ce dossier. Il n'y en a pas un seul qui a été écarté. Donc on a aussi une justice qui réfléchit et qui comprend. Alors, tout à l'heure, Madame Dujardin, vous avez évoqué Androcur et vous avez dit aussi qu'il y a d'autres spécialités, notamment vous parliez du luténil. Le luténil et l'utéran, beaucoup. Après, il y a d'autres progestatifs qui sont en cours d'étude à la NSM en ce moment. Que je comprenne bien, ce sont des produits à base d'hormones que plutôt des femmes prennent pour des problèmes de santé, endométriose ou polykyste. Alors moi, c'était pour les ovaires polykystiques. Voilà. Mais l'utéran luténil est plutôt donné pour les endométrioses. Mais pourtant, les endométrioses, ça touche un très grand nombre de personnes. Oui. Et donc, c'est la même mécanique chimique. C'est la même mécanique chimique, c'est-à-dire que c'est des superprogestérones qui se fixent sur des récepteurs à la progestérone, on ne sait pas encore comment dans le cerveau. Et c'est ça à partir de ces récepteurs à la progestérone que se développent les méningiomes. D'accord. Ça veut dire que l'alerte que vous lanciez tout à l'heure de faire les IRM si vous avez consommé de l'Androcur ou d'équivalent sur une longue période depuis 1980, ça devrait se répercuter aussi sur ce nouveau type de produit. Oui, mais ils ont reçu aussi. L'utéran luténil, on a un courrier plus récent, mais il y a aussi un courrier réalisé par l'assurance maladie. Et donc pour vous mettre en synthèse, ça veut dire que après les dossiers Androcur, il peut y avoir le dossier luténil, lutéran et autres progestatifs. Oui, potentiellement, oui, tout à fait. C'est la même mécanique juridique. Exactement. Alors oui, c'est la même mécanique juridique. C'est toujours pareil, on revient à quelque chose d'essentiel, de basique et qui dans nos sociétés actuelles ne peut plus être accepté, c'est le défaut d'information, c'est ne pas informer des risques. Ce que j'ai plaidé dans le dossier de Madame Dujardin, c'était pas la perte de chance de développer ou pas un méningiome, c'est la perte de chance de ne pas lui avoir donné l'opportunité d'arrêter son médicament. Et si on raisonne en termes de perte de chance, elle est de 100%, puisqu'à partir du moment où elle n'a pas l'info, elle perd toute chance de pouvoir être informée et de se dire « Oupla, je vais aller faire une IRM, je vais voir où j'en suis, est-ce qu'ils sont là et asymptomatiques et est-ce qu'il est temps d'arrêter ?» Parce qu'en plus, le pire dans ce dossier, c'est que si vous arrêtez le médicament, vous avez pas mal de chances que le méningiome non seulement ne grossisse plus, mais en plus régresse. Donc, et c'est des croissances lentes. Mais il ne disparaît pas. Il ne disparaît pas, mais en tout cas, il devient indétectable s'il n'a pas été ossifié, si on ne va pas jusqu'à la phase ossification. Voilà. C'est ça. Et puis c'est surtout qu'on peut être asymptomatique. C'est ce que je reprochais, c'est que très bien, on voit à l'IRM, attention, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas forcément de symptômes, mais le médecin, parce qu'on a fait l'imagerie qu'il fallait, va dire là on arrête. Moi, en plus, comme j'avais une maladie hormonale, j'en avais fait des IRM. Donc, on sait jusqu'à une certaine date que j'en avais pas. D'accord. Et moi, ce que je retiens, c'est que le conseil que vous donnez principalement à toutes les personnes qui prennent ces médicaments progestatifs, Androcur, luténil et lutéran, c'est de surveiller de manière régulière
Oui, après ça c'est les médecins qui doivent C'est mettre ça en place, mais normalement Après, c'est tous les ans vous avez... celles qui en prennent encore, elles signent un papier comme quoi elles ont réalisé, elles co-signent un papier avec leur médecin, comme quoi elles ont réalisé leur IRM. Alors il y a un délai, c'est-à-dire avant la première prise, après c'est 2 ans et après c'est tous les ans. Et pas tous. C'est encore malheureux parce que Oui. je viens d'avoir là quelques personnes qui m'ont contacté, qui sont encore avec ce médicament, hein, puisque ce médicament en soi, pourquoi pas, comme tous les médicaments, il a des effets secondaires, la seule chose c'est qu'il faut le savoir. Mais il y a encore, alors je ne sais pas comment c'est possible, mais des médecins qui prescrivent le médicament, des patients qui le consomment et des pharmaciens qui le délivrent sans forcément respecter la procédure. Respecter Alors la que c'est procédure. obligatoire, le papier il doit être signé tous les ans, il doit être signé. Ouais, ils engagent leur responsabilité. Alors oui, Ah bah oui, là, sinon. c'est Un complètement- pharmacien n'a pas le droit de délivrer une boîte, même si le médecin coche la case hors AMM, le pharmacien n'a pas le droit de délivrer. Donc, J'ai un autre dossier dans lequel la délivrance du médicament a été renouvelée à maintes reprises, commandée chez un pharmacien qui, même sans les documents officiels, a continué à délivrer parce qu'il connaissait la patiente, parce que bon, voilà. Donc on a encore malheureusement des anomalies. Alors elles sont peut-être marginales, mais elles existent. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter, une précision à apporter, un avis, un conseil, un cri de colère, je ne sais pas que les gynécos jouent leur rôle aussi d'alerte. Repose la question, c'est-à-dire que le gynéco c'est quand même quelqu'un qu'on essaie, enfin même si en ce moment c'est un peu compliqué, chacun d'en voir, les gynécos et les sages-femmes normalement on les voit au minimum pour le frottis tous les 2 ans. Quoi. Donc eux ils peuvent reposer la question, est-ce que vous en avez pris? C'est pas compliqué. Et s'ils en ont pris, avoir un rôle de conseil, c'est quand même des gens à qui on a relativement confiance parce qu'il y en a quand même une relation un peu intime. Donc rien n'empêche de poser la question. Après la femme, d'expliquer... certes, ça prend du temps médical, ça va leur prendre 2-3 minutes de leur temps médical, mais... Ça, les gynécos ne font pas spontanément? Ils n'ont pas reçu de... Ah bah non, moi j'ai changé de gynéco là récemment parce que la mienne était partie à la retraite. Elle est tombée des nues, quoi. Ah bon? Bah oui, parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'elle le fasse, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle pose les questions, etc. Enfin, j'ai l'habitude de faire de l'éducation thérapeutique de mes médecins pour ma maladie rare. Mais ça n'a rien à voir, enfin c'est complètement autre chose. Donc je fais aussi éducation thérapeutique et formation continue des médecins, mais c'est pas aux patients de former les médecins. Quoi. Il y a bien une association des médecins gynécologues jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils disaient que c'était juste une pilule. Donc dans les recommandations de gynécologie qu'on a trouvées de la Société de gynécologie, elle était assez récente. Elle était après, en tout cas, qu'on sache que ça donnait des ménageomes, c'était quand même recommandé comme super pilule. Ça n'a jamais été en AMM pilule. C'est pas un contraceptif. C'est d'autant moins un contraceptif que les 3 premiers mois, vous devez prendre un contraceptif pour être sûr de ne pas avoir d'enfant sous vos enroqueurs. Parce que vous risquez des malformations du fœtus. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas un contraceptif de base. Alors comment expliquer cette position de la Société de gynécologie? Mystère. Il faut leur poser la question, mais ils ne répondent pas vraiment, les gynécologues. Autant les endocrinos, eux, ont pris leur part, et ont très vite mis les alertes, etc. La Société française d'endocrino a mis sur sa page, et il y a une page très bien faite de recommandations sur l'androcure, sur tout ça. Depuis 2018, là, autant... sachant que la communication du professeur Frolich était à la Société française d'endocrino en 2008. Bon, à ce moment-là, ils n'en ont pas vraiment fait la pub. Mais après, ils se sont rattrapés. D'accord. Et donc, Maître Synthèse, vous auriez un coup de gueule, une précision? Alors, non, pas forcément un coup de gueule, mais je pense que ce qu'il faut tirer comme conséquence, c'est que le procès de Madame Dujardin a ouvert la voie. Et que toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui se sont à un moment découragées, doivent reprendre du courage et se dire qu'il y a des choses à faire. Et que si elles n'agissent pas, les laboratoires, comme la communauté médicale, continuera dans ses erreurs. Donc le pouvoir est dans les mains, en réalité, des patients qui doivent se manifester. Et il y a des choses à faire. Très belle conclusion.